Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Talk numéro 14 consacré à un sujet qui nous tenait à cœur par les moments qui courent, notamment avec la création de nouveaux personnages récemment. Le thème s'intitule Faut-il continuer à créer de nouveaux personnages pour le Batverse? Et pour m'accompagner sur ce podcast, Alexandra, Bonjour tout le monde. mais aussi Siegfried Bonjour à tous. et Aliénor. Bonjour tout le monde. Coucou, et moi c'est Nico et on est parti pour ce petit podcast qui va être un petit peu animé. Alors il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet un petit peu vague en même temps, donc je vous ai préparé un petit plan parce qu'effectivement de plus en plus de personnages sont créés dans l'univers de Batman et dans le Batverse. Et on l'a vu dernièrement, hein, comme je disais en introduction, avec par exemple je pensais à Punchline qui a été créé très récemment par James Tynion Ford dans le récit principal Batman, la série principale Batman. Donc, il y a beaucoup de personnages qui ont été créés. Alors, avant de débuter, de rentrer dans le débat proprement parlé, avec la team, on s'est préparé un petit topo sur quelques personnages qui ont été créés dans le Batverse, qu'on appréciait et sur lesquels on peut en dire quelques mots. Alors, je vais commencer par les filles avec Alexandra. Euh, Toi, tu as choisi un personnage créé en 1992, si je ne m'abuse. Oui, exactement. J'ai pas été très originale, mais je me suis dit que comme je suis entre guillemets connue pour l'aimer, autant en parler. Et du coup, je vais parler d'Harley Quinn. Ah, je croyais que Euh, c'était Damien Wayne. Non, mais on a dit que les Robins, ça comptait pas, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Non, ça fait quand même les Robins, ça fait partie de la Bat Family. Là, on va aller sur un peu des personnages dits extérieurs et qui ont eu leur propre histoire. Du coup, je vais peut-être la prendre à personne et je vais revenir sur Harley Quinn dans son histoire. Elle a été créée du coup dans l'épisode, enfin dans la série Batman The Animated Series, plus précisément dans l'épisode Chantage à mort. Et Crédit à crédit. c'était à crédit, pardon. Je n'arrive pas à me relire. Putain, c'est vraiment une écriture de médecin. Désolée. Si je me suis dit à mort, c'est pas mal. Bon, c'est pas grave. Et elle devait être un personnage secondaire. C'était l'idée de créer un duo comique avec le Joker, d'être sur une compagne espiègle et sympa qui allait un peu contrebalancer dans l'aspect vilain de ce méchant-là. Et très vite, dès le premier épisode, elle a eu un écho très positif auprès du public, mais pas seulement auprès de ses créateurs aussi, notamment Bruce Timm. Tout de suite, ils ont imaginé qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin. Donc dès que le personnage il devient intéressant, on va revenir sur ses origines et à partir de là, elle est devenue très très vite un personnage principal jusqu'à aujourd'hui devenir une icône de la pop culture. Et ce que je me suis dit, pourquoi parler d'Harley Quinn et pourquoi elle est devenue un personnage dit secondaire qui est devenu, on va dire, principal aujourd'hui, c'est qu'elle est comme Batman, selon moi, très malléable et a de multiples incarnations. Tu peux facilement, avec Harley Quinn, la mettre avec n'importe qui. Et ça, c'est une Templeton aussi qui le raconte dans un livre que je partagerai sur Harley Quinn, qui dit qu'elle fonctionne aussi bien avec des personnages comme le Joker ou Ivy du côté des vilains, mais aussi avec Batgirl, avec Robin, avec Batman. Pourquoi? Parce que tu peux tantôt la mettre de manière très drôle, de manière violente, de manière solitaire ou équipière. Et ça fait d'elle une coéquipière complètement parfaite sur plein de domaines. Et, très vite, elle a ensuite, en 1993, eu droit à la première apparition dans un comics. Donc, si vous voulez le détail, c'est en septembre 1993 dans Batman Aventure numéro 12, sous l'épisode Le Retour de Batgirl. Alors, c'est vraiment une apparition très très secondaire, mais pareil, moi je trouve ça assez fort que ça a marqué le public, mais aussi les dessinateurs qui ont tout de suite envie d'écrire sur elle. Et ensuite, il y a eu Mad Love, évidemment, fin 1993. Le Donc, fameux Mad Love, un grand classique. ouais, un grand classique et finalement, c'était pas du tout dans l'idée des auteurs que ça soit un grand classique. Elle a vraiment été construite pour être une accompagnatrice du Joker. C'était pas aujourd'hui, alors on reviendra sur le débat plus tard, j'ai fini mon petit intro Harley Quinn, mais aujourd'hui, on crée des personnages, des sidekicks tout de suite pour qu'ils soient connus, pour qu'ils soient impactants.
Alors que là, ça a été l'inverse. Elle a été créée tout en douceur et il y a eu une passion qui s'est fait autour d'elle et ensuite on a voulu raconter un peu plus son histoire, l'accompagner et la faire, la mettre en équipe avec d'autres personnes. Et là, elle est devenue connue, alors qu'on n'est pas dans les mêmes schémas aujourd'hui. Et pour moi, c'est aussi la force d'Harley Quinn, c'est qu'elle a séduite juste en étant elle-même avec un premier épisode et avec quelques gags, sa personnalité toute simple, avant d'être en plus agréable. Ouais, c'est vrai que, bon, on en reparlera plus tard, mais il y a certains personnages qui sont créés pour être mis en avant au niveau marketing et d'autres qui sont créés juste pour servir l'histoire et qui au final sont devenus de vraies forces marketing. Mais bon, ça, Mm. on en reparlera plus tard. On va enchaîner avec un deuxième personnage, du coup, créé dans le Badverse, et cette fois... Alors, c'est marrant parce que du coup, on parle encore une fois d'un personnage créé dans la série animée. Et du coup, c'est Aliénor. Aliénor, je te laisse la parole. Oui, donc effectivement, c'est marrant, ouais, moi c'est René Montoya, autre personnage créé dans la série animée de 92. Et alors pourquoi j'aime ce personnage? Alors déjà, bon, je tiens à signaler que c'est voilà l'un des rares personnages créés récemment que j'aime, que j'apprécie énormément vraiment dans toutes les créations où elle apparaît, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un personnage très réaliste. Moi, je suis comme toi, Nico, j'aime bien tout ce qui est enquête, détective, le côté enquête et détective est très réaliste de Batman. C'est une policière, là aussi le côté détective. C'est une femme très intelligente, très dégourdie, très indépendante, assez particulière en fait, assez unique. Le fait que ce soit une policière qui ait été créée par, la série animée et qui est ensuite restée. Parce que quand même les agents de la police, de Gotham, disons qu'ils sont pas, il y a que Gordon, Harvey Bullock et c'est tout quoi, avant la création de Montoya. On n'en connaissait que 2 quasiment, les autres sont assez accessoires, certains reviennent de temps en temps, mais vraiment n'ont pas de personnalité charismatique et aussi attendue par les lecteurs. Et donc René Montoya est cette troisième personnalité. Donc pour qu'elle sorte du lot, je pense qu'il fallait le faire quoi, parce qu'un flic, les flics sont somme toute assez anecdotiques, quand il ne s'agit pas de Gordon. Donc là-dessus, je trouve que ces créateurs ont réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Sa personnalité, elle a été développée donc par d'autres scénaristes et dessinateurs. Le fait qu'elle représente en plus des minorités, alors et sans que ce soit son identité même. Donc j'aime beaucoup, sans que ça fasse d'elle une femme enfermée dans dans ses identités particulières. À savoir d'origine hispanique et en plus lesbienne. Et enfin, elle a même droit carrément à des premiers rôles dans certaines aventures. Je pense à Gotham Central par exemple, que j'avais beaucoup aimé. Et elle a des rôles assez importants dedans. Dans d'autres épisodes aussi, dans quelques autres épisodes de Batman, et elle s'en sort toujours très bien. Donc le fait qu'elle soit pas certains, par exemple dans Harley Quinn, enfin moi j'aime bien Harley Quinn, hein, c'est la deuxième. Je suis plus de ton côté, Alex, mais certains critiquent le fait qu'Harley Quinn soit surutilisée. Et ben Montoya, somme toute, elle est très discrète. Voilà. De temps en temps, elle arrive comme ça. C'est un excellent personnage secondaire en fait, qui vient à point nommé, qui n'est jamais hors de propos, hors sujet. Voilà, oui, et auquel on s'attache énormément. Par exemple, dans Injustice aussi, elle a un très grand rôle et je la trouve très très attachante et je trouve que c'est une des meilleures aussi là-dedans. Donc voilà, dans toutes ces apparitions, c'est une femme que j'admire beaucoup et je trouve que le personnage a tout le temps été bien abordé. Effectivement, Aliénor, René Montoya, c'est un personnage intéressant. Tu as cité, bon, là, c'était la série animée, tu as cité aussi Injustice, mais moi, je pensais surtout à Gotham Central, par exemple. Et c'est vrai que c'est un personnage souvent secondaire, mais très, très intéressant et qui apporte vraiment quelque chose dans cet univers de Batman. Maintenant, passons à un nouveau personnage, Siegfried. Tu as aussi préparé un petit topo. Toi, c'est quel personnage que tu voulais mettre en avant? Justement, j'aimerais commencer par une question. Pour vous, quel est le dernier personnage de la Bat Family à être vraiment marquant? De la Bat Family?
Dans la Bat Family, oui. Parmi la vingtaine de personnages qui actuellement font partie de la Bat Family, quelle a été la dernière addition vraiment marquante à votre avis? Euh, Batman? Ah non, ça compte pas ça. Ça Marquant, serait grave hein, quand même. marquant, enfin, c'est Ah, Pour vous, quel est le dernier personnage que vous ayez vraiment trouvé important pour la continuité, qui vous a semblé vraiment important et pas juste un petit accessoire, gadget, marketing, etc. dans la Bat je crois Family, que Aliénor veut dire quelque chose. Pour moi, ce serait Damian Wayne, vraiment marquant, qui est très bien fait, très particulier, et qui, pareil, reste emblématique pour les lecteurs. La preuve, c'est lui qui m'est venu tout de suite, en fait. Un personnage marquant, c'est celui qui vous vient à l'esprit tout de suite. Donc, il m'est venu Damian Wayne, voilà. Ah bah, et vous deux? moi, je Ouais, dirais du coup, quand tu parlais de continuité marquant, Batgirl. Batgirl, elle a complètement sa place dans un trio de tête de Bat Family. Elle est souvent utilisée, souvent présente. Elle est aussi même des fois un peu solitaire ou en équipe juste avec Nightwing ou juste avec Batman. Voilà. Ah, mais je voulais dire la Euh, dernière dans une chronologie du Batverse, la dernière à être apparue et qui soit vraiment ouais, c'est marquante. ça, parce que Batgirl, ça fait quand même longtemps qu'elle est là. Du coup, en Effectivement, cherchant elle parle de mieux en mieux exploitée selon les périodes, mais ouais. c'est une édition Et assez ancienne. honnêtement, je j'ai pas trop de noms qui viennent. C'est plus des Non, moi anciens non noms en plus, hein, fait. du coup. C'est plus des Ouais. Oui, anciens tu noms, vois, tu vois. c'est assez révélateur du problème. Et justement, pour moi, je trouve ça assez passionnant parce que, comme je disais, la Bat Family, c'est une vingtaine de membres, dont la plupart aujourd'hui sont complètement accessoires. Enfin, même Orphan ou Spoiler, par exemple, qui ont eu leur importance à une époque, aujourd'hui font partie de la Bat Family, mais on les voit uniquement quand Batman fait appel à toute la Bat Family et qu'il y a un plan d'ensemble avec 25 personnages. Mais sinon, ce sont des personnages qui sont un peu oubliés. Il y a eu plein de tentatives d'édition avec Batwing qui a essayé de prendre de l'importance, surtout depuis qu'il est incarné par Luke Thomas, avec évidemment notre cher ami Duke Thomas sur lequel on n'arrête pas de taper allègrement. Enfin, c'est assez, Ouais, mais assez tu vois, fascinant moi de voir. j'avais pensé à toutes ces personnes, mais pour moi, ils sont pas. Enfin, c'est pas des persos sur lesquels j'ai hyper accroché, donc du coup, ben, tu vois, j'ai pas forcément envie Justement, de les citer, quoi. et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec Aliénor, et c'est justement pour ça que je trouve ça intéressant. Pour moi, on ne peut pas parler du Batverse et d'addition Batverse sans parler de Damian, parce qu'il est assez fou que ce personnage qui date de 2006 soit effectivement ressenti, et moi je partage complètement ce sentiment, comme la dernière édition marquante au Batverse, alors qu'il y a eu au moins une quinzaine de personnages peut-être que DC, que l'éditeur a essayé de greffer à Batman et qui n'ont simplement pas pris. Et DC continue de s'échiner à essayer à les greffer sans pouvoir s'en débarrasser, parce qu'à partir du moment où un personnage est intégré à la continuité, ben, on ne peut pas juste le faire disparaître, on ne peut pas non plus tuer la moitié des personnages, on ne va pas refaire une crisis juste pour nettoyer la Bat Family, ce qui fait que maintenant on en arrive à une vingtaine de membres dont la plupart sont ressentis comme complètement superflus, ont parfois leur série secondaire qui ne marche pas, et celui qui reste central, la dernière édition vraiment marquante, c'est Damian. Et pourquoi est-ce que Damian a aussi bien marché? Pourquoi est-ce que lui a pris quand les autres n'ont pas pris? Pour moi, il y a deux cas qui font qu'un personnage peut vraiment bien prendre. C'est ce que disait Alexandra avec Harley. C'est un personnage qu'on a ajouté comme ça, dont on n'attendait pas forcément à ce qu'il marche vraiment bien. Enfin, on voulait qu'il fonctionne, bien sûr, mais pas forcément à ce qu'il ait un écho critique retentissant. Mais à force de le faire apparaître, de succès, on s'est dit, tiens, finalement, il y a un truc à exploiter. Et puis, on a continué et puis, on a exploité le filon parce qu'il y avait un retour, ce qu'on appelle un retour organique. Il y a vraiment eu un retour assez spontané, assez naturel des lecteurs qui disaient, tiens, on aime ce personnage, on aimerait le revoir. L'autre cas de figure, c'est un personnage dont l'auteur s'est dit, ça, c'est un personnage, je veux le rendre fondamental. Et du coup, je vais faire tourner vraiment toute l'histoire autour de ce personnage. Vous remarquez que la plupart des personnages qu'on n'aime pas trop, qu'on vient d'évoquer, les Dick Thomas, les Batwing, etc., ne sont dans aucun de ces deux cas. Ce sont des personnages qui ont soit été ajoutés dans des récits un peu mineurs, un peu secondaires, ou alors on leur a consacré un petit arc au début de 3-4 épisodes et puis on évite de passer à autre chose. Ou alors ce sont des personnages sur lesquels c'est le marketing, pas les scénaristes, c'est le marketing qui a vraiment insisté, au point, c'est ce qu'on a comme punchline, mais ça on va revenir sur le fameux cas punchline qui est un Je peu pense que celui c'est qui a... le cas Voilà, principal, c'est un peu ça qui a déclenché le podcast, hein, mais. tout Ouais. à fait. Où le marketing a carrément précédé les comics en disant d'emblée, tiens, achetez ce personnage, achetez ce comics, achetez ce personnage parce qu'il va devenir important. Vous n'en savez rien, vous ne savez pas du tout qui c'est parce qu'on ne vous en a jamais parlé, mais on vous fait déjà 15 covers alternatives et achetez-le. L'intérêt de Damian Wayne, c'est que déjà, il apparaît dans le premier numéro du run de Grant Morrison, dès Batman 655, mais il y a toute une montée en puissance dans cet épisode où on découvre un sombre complot Rudy par celle qui s'avère être en fait Talia à la fin.
Et Damian n'apparaît que dans l'avant-dernière planche, si je me souviens bien, du comics. Parce que Talia lui demande, tiens, dans cette grande assemblée qui participe à une espèce de gala, essaye de trouver qui est ton père. Et il désigne quelqu'un, mais il reste dans l'ombre. Et il faudra attendre le numéro suivant pour qu'il soit dévoilé. Donc il y a déjà une vraie mise en scène de la découverte de ce personnage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on le voyait pour la première fois, on ne savait pas forcément si c'était vrai. Parce que ça peut être un nouveau complot de Talia, un énième complot de Talia pour faire croire à Batman qu'il a un fils. On ne sait pas du tout à quel point ça peut être véridique parce qu'on ne fait pas confiance on va pas faire confiance à Talia, on va pas faire confiance à Damian parce qu'il vient tout juste d'apparaître. Et c'est une manière assez audacieuse de contourner le risque parce que Damian, c'est un personnage qui était vraiment très risqué. Et ça, je crois que les auteurs contemporains n'ont pas assez conscience de à quel point il est risqué de créer des nouveaux personnages parce que voilà, ça finit par créer un excès qui est assez fastidieux. C'est une des choses qui me décourage le plus dans le Batverse, c'est de revoir tous ces 25 personnages pour lesquels je n'ai vraiment aucune attache. Créer un nouveau Robin, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Puisque là, on parle déjà du 4e Robin, donc on va avoir une impression de redite. Tim Drake n'avait pas forcément une grande personnalité, mais Grant Morrison a quand même eu le bon goût d'attendre une quinzaine d'années après l'invention de Tim pour inventer son Robin. Et puis surtout, imaginez un fils à Batman. C'est pratiquement sacrilège. Ouais, non, mais Enfin, c'est clair que c'est. imaginez à quel point ça aurait pu être de façon catastrophique à l'époque si Twitter avait existé et si on avait dit aux gens attention, Batman va avoir un fils. Vous imaginez un peu le retour de bâton, le backlash qu'aurait subi DC en annonçant une chose pareille. Donc si ça marche aussi bien, c'est qu'il y a vraiment un entretien du secret et une volonté par Grant Morrison de faire tourner toute l'histoire autour de son nouveau personnage, de son nouveau Robin, donc une vraie mainmise du scénariste autour de cette création. Et je vous rappelle quand même que Damian finalement va être un peu le personnage principal avec Batman de l'intégralité du run de Morrison, c'est-à-dire de sa création en 2006 jusqu'à sa mort jusqu'à la mort de Damian en 2013. Et ensuite encore, il va être au centre de toutes les intrigues Batman quand Tomasi va faire les Batman et Robin pour raconter toute la résurrection de Damian. Donc c'est vraiment un personnage qui va être au cœur de l'intrigue de Batman pendant à peu près 6-7 ans. Et même Ouais, devenir à un moment carrément. devenir Robin lui-même. Il y a même Grant Morrison imagine même un univers alternatif où Damian devient un méchant Batman, dans une espèce de méchant Batman dans le futur. Donc il y a vraiment cette volonté qui est très forte et appuyée dès le début et dans pratiquement l'ensemble des numéros du run de faire de Damian un personnage qui est central pour le légitimer. Donc il y a vraiment ce sentiment de la part de Morrison que si on crée un nouveau personnage, il faut lui donner quelque chose. Il faut que le lecteur sente que ce personnage mérite d'exister à côté de Batman, parce que exister à côté de Batman, c'est un honneur que le scénariste fait un personnage et que le lecteur fait un personnage. C'est pas juste un truc que l'éditeur peut ajouter vite fait pour vendre des jouets, parce que ça ne peut pas prendre. Mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté de raconter quelque chose par ce personnage, que le personnage inventé enrichisse l'univers et que l'univers enrichisse ce personnage. Bref, qu'il y ait vraiment une espèce de réciprocité, enfin d'échange entre l'auteur et le lecteur et entre l'univers et le personnage qui se fait. Et ça marche très bien avec Damian. Et il me semble que ça n'a pas du tout marché avec les autres parce les auteurs n'ont pas assez eu conscience de tout ce que ça impliquait de créer un nouveau personnage dans le Batverse. Ouais, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, je pense que tu touches un point central de ce débat avec tout ça, toute cette explication autour de Damian Wayne, qui au final centralise bien le sujet du débat. Et je crois qu'Aliénor est d'accord avec toi. Oui, bah en fait, je pense qu'il faudrait pas plus trop avancer là avant d'avoir dit vos personnages préférés, parce que c'est l'essentiel du débat. Et moi, c'était exactement je crois que Siegfried et là, moi là-dessus, on est apparemment totalement d'accord, parce que c'est ce que je voulais dire dans ce podcast. Enfin, voilà. Mais je développerai plus tard, quand on sera plus dans le débat, parce que là, Siegfried, t'as un peu avancé le débat là. Effectivement, il a un petit peu avancé le débat, mais bon, c'est pas, en même temps, son personnage centralisait très bien l'idée, donc je pense que c'est important de commencer à allumer les premières brèches qu'on suivra tout à l'heure. Je vais D'ailleurs, passer à mon père. il y a un truc qui est Ouais, vraiment fort avec Damian, c'est que finalement, Damian, il est plus intéressant que Jason Todd ou que Tim Drake. Et ça, quelque part, vas-y. c'est assez audacieux aussi de la part de Morrison, et je trouve que c'est assez important. Il s'est dit, je vais pas juste faire un énième. Je vous rappelle que Jason Todd, quand il avait été créé, était une redite de Dick Grayson. Il a fallu rebooter le personnage pour lui réinventer des origines parce que ça allait pas. Enfin, ses parents étaient morts dans un cirque. Enfin, c'était vraiment juste n'importe quoi, juste extrêmement paresseux. Puis on l'avait tué parce que Staline détestait le personnage. Puis il y avait eu Tim Drake, qui est le gentil Tim Drake, qui est un personnage qui est un peu doux, qui est un peu insipide, qui est vraiment très chouette, mais qui n'a pas vraiment une forte personnalité. Et la force de Grant Morrison, c'est de s'être dit, tiens, je vais faire un Robin qui sera encore plus marquant que les deux précédents. Et c'est peut-être
un autre petit point sur lequel les scénaristes pourraient davantage insister de nos jours, c'est se dire, le personnage que je vais créer, il faut qu'il devienne fondamental. Pas juste une addition, mais vraiment fondamental. Et osons essayer de créer un personnage qui soit encore plus fort que les personnages qui l'ont précédé. Et puis c'est toute la force de ce Robin au final qui est vraiment le Robin, on va dire même lié par le sang, hein, avec Batman. Donc c'est peut-être ce qui représente le plus un vrai Robin, quoi. En tout cas, c'est encore un autre débat. On fera peut-être un podcast un jour sur ça. Alexandra nous démonter Damian, mais bon, c'est pas grave. Oui, en parlant d'insipidité, par exemple, je trouve que non, je me rappelle jamais de son nom d'ailleurs tellement il est insipide. Duc machin chose là. Thomas. Duc Thomas. Thomas, c'est ça? Merde, je me rappelle plus. Ouais. Bref, le nouveau là, je sais pas, je le trouve tellement insipide, tellement nul. Enfin, je sais pas, il a rien d'intéressant. J'arrive pas à trouver ce qu'on peut lui trouver d'intéressant. Que du coup, enfin, je sais pas, je suis peut-être un peu extrême, mais je vois pas pourquoi ils ont créé ce personnage. Je vois pas en quoi il est intéressant. Il a rien de particulier. Enfin voilà. Bref, pour montrer qu'on est passé de quelque chose de très fort à quelque chose d'archi nul, quoi. Ouais, c'est vrai, même si Duke Thomas, c'est pas un Robin en soi, même si Snyder fait un peu de forcing pour en faire un sidekick à Batman, mais il a pas vraiment la casquette de Robin. Après, effectivement, bon, il a quand même pas marché, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Je crois que malgré le forcing de Snyder, bon, ça passe pas. Moi, en tout cas, j'ai aucune attache comme Aliénor, aucune attache avec ce Mais personnage. j'ai l'impression, quand on parle des sidekicks et des Robins et des personnages, que il y a cette idée que on veut faire de tout le monde, de toutes les alliances que peut avoir Batman ou des personnages, des Robins. Et je trouve que c'est problématique. Le personnage Robin, et dedans j'englobe Nightwing, Red Hood, Damian Wayne, c'est des personnages avec des relations particulières, avec des missions particulières, avec des caractéristiques particulières. Mais de faire, comme disait comme disait Aliénor, Thomas, qui doit être un Robin, ou de faire une spoiler, quelqu'un comme une bad girl, tu vois ce que je veux dire, ou Orphan qui devient aussi une bad girl. Je trouve qu'on est en train d'aller dans une mauvaise direction, et justement de lasser les fans et aussi les moins fans, parce qu'ils vont se dire bon, ok, c'est encore une coéquipière comme un autre, c'est un Robin comme un autre. Déjà qu'on a réussi avec un peu de peine à les différencier, mais justement parce que à un moment donné, Robin n'est plus Robin et devient par exemple Nightwing ou Red Hood, et justement Tim Drake reste un Robin à vie parce qu'il n'a pas eu d'identité propre ensuite, de Ouais, chemin ouais, à prendre. il a l'identité de Red Robin, mais c'est vrai que ça reste Robin un petit peu. Ouais, mais là, je parle vraiment des personnes, tu vois, qui connaissent peu l'univers. Ils vont tout de suite avoir cette idée de Redwood qui a quand même maintenant bien intégré, il y a même eu une série de comics, The Outlaws, je crois, le nom, ils sont sa propre équipe et qui est parti seul. Nightwing, on sait très bien qu'il est dans une autre ville. Voilà, Robin reste un peu un Robin. Damian Wayne, lui, s'affranchit par son âge, par son travail chez les Teen Titans. Bah, les autres, non, c'est pas des Robins. Un autre personnage n'est pas obligé d'être un Robin et d'être complètement affilié à Batman. Et c'est justement intéressant d'avoir des personnages qui se confrontent, qui s'engueulent avec lui, comme peut faire Batwoman, par exemple, qui va à un moment donné ne pas forcément le suivre dans dans ses choix. Et voilà, j'ai l'impression de remarquer ça, mais peut-être que je me... Non, mais c'est vrai. Après, je pense qu'effectivement, il y a certains personnages qui ont pris plus d'indépendance que d'autres. Tu citais Nightwing, Red Hood, etc. Sont plus indépendants que Tim Drake. Même Damian, du coup, qui est encore, il me semble, le Robin officiel, hein, au final, même si il apparaît plus trop. Euh, mais bon, bon voilà. Enfin bref, on va revenir sur ce sujet un petit peu plus tard. Je vais juste terminer moi par ma présentation du personnage que j'avais envie de mettre un petit peu en avant dans le Batverse, un personnage créé pour le Batverse. Il a eu un rôle essentiel. Alors, je ne pouvais pas prendre Batman comme personnage du top Batverse, hein, évidemment. Mais du coup, je me suis réfugié dans un Batman qui n'en est pas vraiment un. Vous allez comprendre.
créé en 1992, lui aussi, par Dennis O'Neil et Joe Quesada. Décidément, de 92, c'est une grosse année. Rattaché à un groupe religieux nommé l'Ordre de Saint-Dumas, il prend la succession de Batman lorsque celui-ci se fait briser la colonne vertébrale par Bane dans l'arc narratif intitulé Knightfall, et fait sa première apparition dans Batman Sword of Azrael, donc la lame d'Azraël en français. Je veux bien parler, je veux bien évidemment parler de Azraël, l'ange de la mort. Donc effectivement, Jean-Paul Vallée, de son identité civile, est conditionné donc par l'ordre de Saint-Dumas pour reprendre le costume d'Azraël, père, puisque ça se transmet de père en fils. La mort de celui-ci, donc lorsque son père décède, et son costume est reconnaissable. Je pense qu'on a tous en tête son costume. D'ailleurs, il est apparu il n'y a pas longtemps sous les traits de Sam Gordon Murphy. Donc ce côté très armure avec ce costume rouge et jaune. Donc après, on peut le reconnaître aussi, notamment dans ses armes qu'il utilise, notamment des lames de feu ou son armure donc jaune et rouge, comme je disais. Lorsqu'il prendra la relève de Batman, il confectionnera un bat costume tout de jaune et de bleu vêtu, qui le différenciera pas mal de son prédécesseur, hein, puisqu'on est quand même sur des couleurs un peu plus vives. Et puis, c'est aussi un Batman différent. Bruce Wayne, c'est un Batman meurtrier. En tout cas, il va pas hésiter à utiliser des armes et des techniques de combat létales, euh, et ce qui va un petit peu créer quelques dissensions dans le Batverse. Bon, on peut noter aussi qu'il a un lance-bâtarang automatique, et il n'hésite pas à utiliser des armes létales, et notamment au bout de ses doigts, il a des griffes acérées, hein, qui vont permettre de faire très mal. Il y a aussi une cape avec une allure très agressive, surmontée de gros pics sur les épaules. C'est vraiment un costume très agressif. Et puis, il est au final un petit peu trop instable pour remplir la fonction de Batman correctement. Il finira par rendre le Bat-costume à son propriétaire, hein, Bruce Wayne, et s'embarquera plus tard dans une croisade contre l'Ordre de Saint-Dumas. Il s'est racheté depuis un petit peu une conduite, j'ai envie de dire, et il fait maintenant partie intégrante de la Bat-Family. D'ailleurs, on a pu le voir dernièrement, il me semble, dans Batman Detective Comics, écrit par James Tynion Ford, où il accompagnait notamment Leslie Tompkins euh, lorsqu'elle s'occupait de son hôpital. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, pourquoi on met aussi ce personnage, il apparaît à plusieurs reprises, c'est qu'il a aussi un côté et un passé assez mystérieux. euh, et son lien avec l'ordre religieux secret, hein, l'ordre de Saint-Dumas, lui permettra d'être un choix de premier ordre, si je puis dire, pour de nombreux scénaristes tout au long de ces 30 dernières années, où on le retrouvera à plusieurs reprises. Voilà, donc c'est vrai que moi, Azrael, c'est un personnage que j'apprécie. On a pu le retrouver dans des jeux vidéo, dans sa série La Lame d'Azraël en français, et puis dans Knightfall, qui est quand même une série, un arc narratif qui, même s'il est un petit peu long, apporte quand même une pierre essentielle à l'univers de Batman. Donc pour tout ça, je trouve qu'Azrael a été un vrai apport, en tout cas, et fait partie intégrante de l'histoire de Batman. Donc là encore, on est sur un personnage qui marque un petit peu l'univers de Batman, plus que certains autres personnages, mais on y reviendra juste après. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Azrael, vous, de votre côté? Ou est-ce que j'enchaîne directement avec la suite? En fait, ce qui est bien avec Azrael, une des choses qui font qu'il a fonctionné, c'est que c'est un personnage qui a été créé en 92, c'est ça que tu disais. Et en fait, Ouais, il c'est a ça. été créé la même année qu'Image Comics. Et le but, c'était vraiment de faire un Batman à la sauce Image. C'est à l'époque où les super-héros doivent être musclés, violents. Enfin, c'est aussi une tendance qui essaie d'imiter Marvel à l'époque. Et donc, on a vraiment cette volonté de créer un nouveau Batman qui serait vraiment un Batman de son temps et qui répondrait à des pulsions qu'aujourd'hui on trouve un peu méprisantes. Enfin, c'est vraiment l'époque Liefeld par Rob Liefeld par excellence. Et c'est un Batman qui a vraiment eu un succès assez énorme. Et certains lecteurs s'attendaient même à ce qu'il puisse éventuellement remplacer Batman parce qu'il a obtenu très vite une grosse popularité grâce à son armure high-tech, à sa méga violence qui répondait vraiment au goût de l'époque. Et ce qui fait qu'il a du coup, je pense que c'est une tension avec le lectorat de l'époque qui a aussi fonctionné
parce qu'il y avait cette volonté dès le début, par quand même un grand scénariste qui est O'Neill, de créer un personnage qui soit en phase avec son temps, et ensuite, toujours par le même O'Neill, de, de, de retirer ce personnage du monde, du monde qu'il avait créé pour qu'il ne finisse pas par remplacer vraiment Batman. Et en l'occurrence, quand le moment où Bruce revient, parce que je rappelle que c'est l'époque où il part pendant extrêmement longtemps, et c'est pour ça qu'il laisse sa cape à Azrael, il est même paraplégique, et donc quand il revient, il a retrouvé une certaine forme, et donc il demande à Azrael de lui rendre sa cape, et Azrael refuse parce qu'il estime qu'il fait un meilleur Batman que le Batman. C'est un superbe numéro de renaissance de Batman et une très bonne méditation sur qui est Batman, qu'est-ce qui fait qu'on a un meilleur Batman qui ne se limite pas à un combat hyper musclé avec des coups de feu partout, comme ça pouvait être la mode à l'époque mainstreamiste, donc à la fois une volonté de faire un truc en phase avec l'époque, et ensuite la volonté de faire un vrai récit respectueux de Batman. Et enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les autres personnages. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est d'une part qu'il y a une vraie mise en scène de ce personnage, en l'occurrence d'abord grâce à Joe Quesada qui fait vraiment un très bon boulot pour que ce personnage en jette, et pour créer cette ambiance de mystère, pour créer cette puissance du personnage, et qu'il y a un vrai scénariste derrière qui veut vraiment le faire exister, qui lui crée un background qui ressemble à quelque chose, qui est original, qui fait qu'on a envie de croire au personnage, au point qu'à l'époque, les lecteurs ont presque trop cru au personnage. Donc ça rejoint complètement ce qu'on disait sur quelles sont les recettes qui font qu'un personnage peut aussi vraiment bien marcher. Tout à fait, c'est vrai. Et donc maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon avec quelques personnages du Badverse et on a commencé à lancer quelques missiles de notre Hum, débat, euh, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce que j'appelle le cas Punchline, parce que c'est effectivement ce personnage qui a un petit peu provoqué ce podcast, avec, je dirais peut-être une mise en avant marketing très, ou en tout cas trop rapidement effectuée, peut-être penser un petit peu à l'envers, enfin je sais pas trop. Je vais laisser la parole à Alexandra qui semblait avoir une idée bien précise du sujet. Oui, je trouve ça exagéré. Je trouve ça totalement évident ce qu'ils essayent de faire sur Punchline. Je pense qu'ils essayent un petit peu de remettre un peu de piment dans l'univers Batman et dans la relation que peut avoir Joker avec une personne. Vu en parallèle de ça, Harley Quinn mais dans une phase d'indépendance, euh, hashtag féminisme, hashtag tout ce que vous voulez, où plusieurs fois on nous fait comprendre qu'elle quitte le Joker, qu'elle a plus besoin de lui. Et en vrai, c'est ce que je reviens sur l'introduction. C'est pas qu'elle a plus besoin du Joker, c'est qu'on peut tout faire avec Harley Quinn. Et c'est ça qui est très intéressant avec elle. Donc c'est tout aussi intéressant de lire du Mad Love où elle est totalement amoureuse de lui que lire, je sais pas, du Harley Quinn Poison Ivy ou Harley Quinn avec Shane Murphy qui est dans ce cas-là très indépendante, voire totalement coéquipière avec Batman. Donc voilà, donc on est dans une phase où Harley Quinn n'est plus avec le Joker, mais comme ça a été fait en 92, on a besoin de quelque chose qui respire un peu la féminité et de créer un nouveau duo, je dirais. Donc on invente une nouvelle. Mais comment ça a été fait, c'est complètement c'est complètement les pieds dans le plat. Voilà, on a créé Punchline, attention, elle a un peu le style d'Harley Quinn, mais c'est pas vraiment Harley Quinn. Elle est encore plus tête brûlée qu'elle. C'est vraiment une vilaine, mais pas que, parce que vous allez voir, on va montrer des choses. C'est pas très intéressant. On a l'impression d'avoir tout deviné. Pareil, je reprends l'exemple d'Harley, mais c'était un peu le cas avec l'exemple aussi de Montoya et même d'Azrael. La Punchline, on a déjà l'impression d'avoir fait le tour, alors que ça fait quoi, 2-3 comics. Et on est déjà plus intéressé. Alors que dans les exemples précédents en 92, c'est venu petit à petit. Et au fur et à mesure, on a un épisode avec Harley où on nous en montre peu, on a un petit épisode où Montoya est, et finalement, on a même jusqu'à voir Gotham Central où elle prend la place. Là, on lui donne déjà toute la lumière. Donc, comment nous, on peut être intrigués? Comment on peut titiller notre curiosité si on nous donne déjà tout sur un plateau et si en plus le plateau est franchement pas très intéressant parce qu'elle reprend des stéréotypes d'une jeune fille un peu accro au Joker, un peu révolutionnaire, mais pas tant que ça. On prend des clichés d'une fille dans son temps qui utilise les réseaux sociaux, utilise les podcasts, et c'est pas très très bien fait. Donc
c'est un mauvais coup marketing et sans parler de marketing, même pour nous en tant que fans et toujours curieux de découvrir de nouveaux personnages, parce que je suis pas contre de créer des nouveaux personnages. C'est toujours intéressant parce que l'univers de Batman est aussi fort pour ça. On peut découvrir tellement d'origin story, la ville est importante, les personnages comme les super vilains peuvent avoir aussi des sidekicks assez, assez pertinents. Bah là, les pas, ça a été mal amené. Ouais, c'est vrai que alors, ça a été mal amené. Alors, il y a aussi ce parallèle qui est presque obligatoire, je dirais, entre Punchline et Harley Quinn, puisqu'on se retrouve avec un duo avec le Joker pour les deux, un personnage féminin, un côté un peu déjanté. Et Justement, est-ce justement, que je pense ils ont voulu rentrer ce parallèle, alors que finalement, quand tu observes vraiment, il n'y a pas vraiment de parallèle. Elles sont très différentes. Mais le coup de promo pour la faire connaître, c'est ça. C'est Harley Quinn est hors jeu. Elle n'est plus en couple avec le Joker parce qu'on prône son indépendance, que ce soit dans les nouveaux comics, que ce soit dans les séries animées, que ce soit dans les films. Mais vous inquiétez pas, on va la remplacer. Mais il n'y a jamais eu besoin de remplacer Harley, parce que de temps en temps, elle va revoir le Joker. Et même le Joker n'a finalement pas besoin de Punchline. Et on ne sait même pas si Punchline a besoin du Joker. Tu vois, c'est assez paradoxal tout ça. Peut-être ouais, que ça soit bien dans les comics ou Punchline, quand on regarde sa relation avec le Joker pendant le Joker War, elle ne sert finalement que de lieutenant au Joker, mais ça sera n'importe quel personnage, il ferait la même chose, c'est Mm, juste un sous-fifre du Joker qui fait complètement, le lien complètement. entre les sbires et le Joker et qui donne des ordres pour le Joker et qui le représente, mais c'est un pur lieutenant qui pourrait être absolument n'importe qui et qui n'a pas du tout besoin d'être cette pseudo Harley Bah, Quinn c'est qui ne ça. fonctionne pas et qui en plus, bon, un des trucs qui est, en avis, volontairement hyper sexualisé pour vendre des figurines et vendre ça auprès d'ados en manque de, en, pas d'ados en en manque, manque de, vas-y. Non, mais, juste, non, mais en fait, juste un manque tout court parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez choquant, assez choquant avec ce personnage, qui a un manque de background de flagrant, une hypersexualisation qui est assez marquée, un, un, un manque de fonction, une absence de fonction réelle, de fonction dramatique réelle dans l'histoire qui justifierait vraiment sa présence auprès du Joker, et tout et le côté d'identité marketing aussi. qui, tout à fait. Et le côté marketing qui la rend insupportable, c'est ce qu'on avait dit, c'est que avant même son apparition, il y avait déjà une avalanche de covers alternatives pour faire acheter les numéros. Elle apparaissait aux spéculateurs alors même que le personnage n'existait pas. Et son origin story était racontée dans le numéro consacré aux 80 ans du Joker. C'est-à-dire qu'on avait une anthologie faite pour montrer à quel point le Joker pouvait encore être important à notre époque et faite par les plus grands artistes de notre temps. Et là-dedans, on insérait une histoire qui n'avait rien à voir et qui n'était que l'origin story de Punchline. Donc déjà, c'était un coup marketing qui était assez artificiel pour juste montrer que c'est une espèce d'ado gothique qui fait une crise d'adolescence. Ah tiens, je suis jeune, je suis rebelle, je vais fantasmer sur le Joker parce qu'il tue tout le monde, c'est trop drôle, il est contre l'autorité, et c'est tout. Et c'est le seul truc qu'ils ont réussi à nous pondre pour expliquer l'origine de Punchline. C'est franchement un peu minable. Le coup le plus intéressant qu'ils auraient pu Et jouer, ça aurait été, je vous rappelle que là, dans les derniers numéros où apparaît Punchline, dans Punchline numéro 1 d'ailleurs, ça y est, elle a sa propre série, elle a été arrêtée après la Joker War, et elle essaye de faire croire, grâce aux réseaux sociaux, enfin c'est tout un discours un peu superficiel sur les fake news, elle essaie de faire croire à la population qu'en fait elle est innocente, que c'est un coup monté, on ne sait pas trop comment elle va défendre son affaire, mais en tout cas voilà, c'est un peu son grand discours, c'est d'attirer la compassion de la foule, et quelque part, le personnage aurait pu être intéressant si le lecteur, s'il y avait vraiment une ambiguïté pour le lecteur. Si le lecteur pouvait se dire, oui, finalement, elle est innocente, peut-être qu'elle a été hypnotisée, peut-être qu'effectivement, ce qu'on a vu était faux. Sauf que on a vu clairement depuis le début, depuis le background jusqu'à Joker War, qu'elle est complètement coupable et que tout ce qu'elle fait, c'est mentir. Donc même ce qu'on aurait pu avoir d'ambiguïté grâce à cette intrigue qui finalement aurait pu être assez originale, s'envole complètement au profit juste de montrer simplement que c'est une super vilaine qui n'a pas de pouvoir, qui est pas forcément intéressante, qui est pas forcément intelligente et qui ment juste aux gens. Enfin, à aucun moment, de son début jusqu'à ce qu'on voit dans les tout derniers numéros, elle n'a d'intérêt, alors qu'elle commence quand même à être apparue dans un certain nombre de numéros, à bénéficier d'un certain marketing, et rien de ce qu'on voit, de tout le pataquès qu'on fait autour d'elle, pour l'instant, ne justifie qu'on lui accorde la moindre importance. Oui, tout à fait. Aliénor, tu en penses quoi, toi? Ouais, je pense que ça vient enfin, on voit bien qu'en ce moment, surtout avec le succès qu'a Marvel auprès des ados, alors que DC et Batman est plus adulte, je pense qu'en fait, comment dire, DC cherche de plus en plus à séduire le public ado, en fait.
Et Oui, bah, c'est assez général. C'est aussi bien d'ici que même Urban Comics, là, qui fait ses romans graphiques à la noix pour séduire des adolescents. Là, ce genre de personnage, effectivement, qui n'est strictement pas intéressant, mais qui vise, je pense, un public plus jeune ou du moins des personnages peut-être en mal de virilité. Enfin bref, je pense qu'ils reviennent à des bases qui sont peut-être pas très louables. Viser des ados, ça se fait pas en leur livrant des personnages inintéressants comme ça. Enfin voilà, c'est une des questions que je me pose. du coup, Alexandra, toi, t'as donné ton avis sur Punchline, mais pour élargir un peu le débat, on parlait tout à l'heure de Duke Thomas, on parlait de Spoiler, on parlait de plusieurs personnages comme ça, de orphans, qui gravitent autour du Badverse et qui, au final, n'ont pas apporté grand-chose. Moi, je rajouterais aussi deux autres personnages qui, pour moi, m'ont pas très intéressé dans leur run précédent, celui de Tom King, notamment Gotham et Gotham Girl, qui, moi, dès le départ, vous le savez, je suis plutôt adepte des séries avec des histoires plus terre-à-terre, en tout cas plus réalistes, et là, apporter des personnages avec des super pouvoirs à Gotham, ça ne m'avait pas plu, mais voilà, pour élargir un petit peu le débat d'autres personnages, parce que ça ne concerne pas que Punchline, au final, il y a un petit peu plusieurs personnages qui ont été envoyés comme ça par des auteurs. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandra? Bah, déjà, j'avais complètement oublié Gotham et Gotham Girl. Donc je pense que c'est assez révélateur. Pour moi, je les mettais même pas dans l'univers de Gotham parce que c'est très fugace Attends, et il c'est y a écrit dans très leur peu nom. d'infos. Ouais, mais oui, mais non. Enfin, c'était assez rapide et je pense pas qu'on va les revoir de sitôt. À mon avis, il y a peut-être pas trop un autre scénariste qui va s'y atteler. Enfin, on sait pas, hein, on a des surprises. Bah, pour les autres personnages, j'ai deux avis. Le premier avis assez général, c'est que je trouve ça toujours intéressant de voir l'univers large de Batman, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est intéressé. Donc, dans des séries où tu as un Batman très en équipe et avec des équipes très diverses, où tu vas avoir Orphan, où tu vas avoir Duke, ils vont un petit peu chacun apporter leur pierre à l'édifice et faire partie d'une équipe. C'est pas forcément obligatoire d'avoir les personnages qui ont leur propre aventure. Moi, je trouve ça des fois intéressant de croiser, spoiler, par certains comics. Et voilà, après, oui, ils sont pas forts parce qu'ils n'ont pas pris autant de temps que les autres personnages cités. Donc peut-être là, on peut parler d'une certaine trinité avec Harley, Montoya et Azrael. Je sais pas, c'est intéressant aussi le débat parce que eux, il y a eu du travail derrière, il y a eu de la construction, il y a eu des réflexions sur l'origin story et de la construction par rapport à leur relation, que ce soit Montoya dans la JC, mais aussi avec Batman ou avec d'autres personnages comme Batgirl. Harley Quinn en a déjà parlé, ou même Azrael. Là, ça va très très vite, ça va trop vite. Ils sont sur plusieurs scénarios en même temps, avec plusieurs personnages en même temps. Donc, c'est évident que travailler dans la vitesse comme ça, et c'est le même cas pour Punchline, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas un amour. Enfin, je vais revenir sur Harley parce que du coup, j'ai travaillé avec elle et j'ai relu un bouquin sur elle. Il y a un lien qui se crée entre le personnage et l'auteur. L'auteur qui a du coup fait naître ce personnage. Euh, Bruce Timm, il est lié, il a eu envie de la faire évoluer. Il y a eu une passation quand d'autres scénaristes ont écrit sur elle, et il y a eu cette sorte de cocooning où ils se sont dit, ok, c'est Harley, elle était comme ça, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Là, il y a pas d'amour, il n'y a pas d'émotion. C'est comme Punchline. C'est normal qu'elle n'a aucun lien avec le Joker, car elle était juste une sorte de comparse, comme dit très bien Siegfried, ça aurait pu être n'importe lequel. Alors, il n'aurait pas fallu qu'elle ait une relation amoureuse comme Harley, mais il y a d'autres émotions qui auraient pu jouer en compte. Là, il y a rien qui se passe. Alors, spoiler, il y a une sorte de relation amoureuse avec Tim Drake, mais bon, comme c'est Tim Drake, bah, voilà, tout à l'heure. Donc voilà, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des nouveaux personnages, ça étoffe l'univers de Batman, c'est pour ça qu'on le lit, sauf qu'il n'est pas assez travaillé, il est fugace, les auteurs ne s'impliquent pas.
et ça dommage. OK. Oui, si tu trouves ça dommage, ça a coupé la dernière phrase, donc je complète et justement, Siegfried, tu penses aussi que c'est un manque de travail en profondeur des personnages qui fait qu'on ne s'attache pas assez à ces personnages, comme le disait Alexandra? Parce que, comme on disait, Azrael ou même René Montoya ou Harley Quinn ont un vrai passif. On leur a construit toute une histoire, tout un background, ce qui a été le cas de certains personnages secondaires donc on a évoqué, mais qui n'ont pas trop marqué l'histoire, mais peut-être un peu moins, en tout cas de manière plus éparse. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait de croire dans le personnage qu'on est en train de créer, de lui donner du fond tout de suite et ça, c'est aussi le cas de certains personnages comme, Orphan, comme Spoiler, comme certains autres qu'on a évoqués, qui aujourd'hui ne marquent plus, mais dans lesquels on sent qu'il y a quand même un peu d'âme à leur début. Mais le problème, c'est le deuxième point qui est qu'il faut aussi les faire exister dans la durée. Donc il faut à la fois bien les créer dès le début et ensuite parvenir à prolonger leur intérêt. Et ça, c'est pas forcément évident dans le monde Complètement. du comics où avec le changement constant, de continuité déjà tout simplement, mais aussi simplement d'auteurs, de scénaristes, de logique éditoriale, un personnage, dans lequel le scénariste a cru, va peut-être être complètement délaissé par le scénariste suivant 3 numéros après. Et donc ça peut aussi vraiment nuire à un personnage et lui nuire définitivement parce qu'à partir du moment où on a décroché d'un personnage qu'on commençait à peine à aimer, il va être très difficile de raccrocher l'intérêt, d'autant qu'on va rajouter ensuite 150 personnages autour de Batman qui font que les personnages créés vont encore plus s'éloigner de Batman et devenir d'autant plus secondaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait assez marqué parce qu'au final, on n'a pas beaucoup parlé des super vilains proprement parlé, mais par exemple avec des super vilains comme Lincoln March dans la cour des hiboux ou Silence, qui sont des super vilains qui finalement étaient vraiment, enfin qui étaient pertinents, qui fonctionnaient vraiment très bien, mais qui existent encore dans la continuité. Et quelque part, c'est un peu leur problème, parce que passer la cour des hiboux, quand on revoit Lincoln March maintenant, on se demande, mais c'est qui ce bonhomme? C'est un type quelconque, C'est vrai, ouais. un peu taré, qui porte une armure et qui est limite. Je crois qu'il avait été vaincu par Duke Thomas d'ailleurs dans un comics récent. Enfin, c'est même plus un antagoniste intéressant pour Batman. C'est juste un taré quelconque parmi les millions de tarés de Gotham et qui n'a plus aucun rôle important. Alors que dans la cour des hiboux, Lincoln March, il avait de la gueule, il avait quand même cette idée qu'il était peut-être, et là l'ambiguïté n'a jamais été levée, il est peut-être le frère de Bruce Wayne, le frère caché de Bruce Wayne. Il était à la tête de la cour des hiboux, mais il poursuivait un plan personnel, ce qui fait qu'il tue la cour des hiboux. Enfin, il y avait vraiment un truc qui était assez percutant avec le personnage. Et je ne parle pas de Silence, qui, euh, qui faisait le pari assez difficile d'imaginer que Bruce avait un ami d'enfance dont on n'avait jamais parlé auparavant dans les comics, mais qui parvenait vraiment à le faire croire. D'ailleurs, ce que DC a essayé de refaire récemment avec le Ghostmaker, et pour le coup, ça marche moins bien parce qu'à un moment, c'est ce qu'on disait dans le dernier Bat Reviews d'ailleurs, il y a un moment où on ne peut plus inventer des relations dans le passé de Batman parce que la retcon, bon, il y a un moment où ça ne passe plus. Mais Ça dans Silence, sature, ouais. mais dans Silence, on y croyait, ça marchait vraiment bien. Et le personnage de Silence avait vraiment une relation assez forte avec Batman qui faisait que le climax avait une sacrée ampleur. Mais Silence existe encore. Et dans les comics, on revoit Silence, c'est exactement comme pour Nickel March. On se demande, mais c'est qui ce bonhomme? Pourquoi est-ce qu'il est passé de super vilain majeur à à type un peu paumé qu'on croise dans un comics par-ci par-là quand il s'agit de faire un filler, mais qui finalement ne sert plus à rien? C'est assez pathétique en fait. Et c'est tout le problème que je disais, de créer un personnage fort au début, mais ensuite l'imposer dans une continuité où il ne parvient plus à trouver sa place et ce qui lui fait perdre absolument toute légitimité au point que là, on a parlé quand même pendant. Enfin, le podcast dure quand même depuis 30-45 minutes. On aurait pu penser à des gens comme Silence ou Lincoln March parmi les additions un peu marquantes au Batverse, parce qu'en tout cas, au moment où ils sont apparus, dans les comics dans lesquels ils sont apparus, ils étaient des super vilains vraiment marquants qui auraient pu être des additions vraiment fortes au Batverse. Et maintenant, on n'y pense simplement plus comme des additions, on y pense juste comme le super vilain de l'arc Silence, le super vilain de l'arc La Cour des Hiboux, et puis c'est tout. On a du mal à les penser en continuité parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt, plus aucune pertinence en continuité. Exactement comme, et là je suis désolé pour les fans de Spoiler ou Orphan, mais exactement comme Spoiler, Orphan et beaucoup d'autres qui ont peut-être eu leur importance et leur fan à une époque, mais qui aujourd'hui sont à des années-lumière d'avoir une place au premier plan et il n'y a même pas vraiment de solution pour les sauver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle série pour les mettre au premier plan, mais c'est pas forcément ça qui était intéressant non plus. Enfin, ça reste des logiques artificielles. Ou alors on va refaire tourner l'intrigue autour d'eux. Ça pourrait être une solution à la rigueur, mais on ne la poursuit pas parce que DC est plutôt dans la course aux nouveaux personnages pour essayer d'accrocher à tout prix l'intérêt. C'est une espèce de course à la modernité où il faut tout le temps du clinquant, tout le temps du nouveau.
qui ne prend pas. Batwing, j'ai toujours du mal à y croire, par exemple, alors que c'était supposé, pareil, être une espèce de relève après l'échec du Signal, avoir cette fois Luke Fox. Et pourquoi pas créer un fils à Lucius Fox et en faire un nouveau sidekick de Batman. Au moins, ça le lie à la continuité, mais c'est pareil, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est aussi important, qui est de croire un personnage dans la durée. Et je me demande si c'est pas antinomique avec l'idée même de continuité. Est-ce que quand on fait 50, est-ce que quand 50 scénaristes d'affilée prennent un même run, on peut vraiment utiliser un personnage créé par l'un de ses auteurs dans lequel il a cru, mais il continue de lui donner cette importance, alors qu'évidemment, chaque nouvel auteur a envie de recréer ses propres personnages et pas forcément de donner de l'importance à ceux qui ont été créés auparavant. Et en ça, je suis pas forcément contre Gotham Girl. Je trouve que c'est des personnages qui avaient leur intérêt justement parce qu'ils étaient un peu impertinents dans ce monde de Batman. Pour se demander, mais que viennent faire ces personnages avec des super pouvoirs à côté de Batman? Et il y avait cet intérêt que finalement Batman admettait qu'ils étaient plus forts que lui, était presque prêt à leur céder la cape avant qu'ils deviennent un peu fous. Et Tom King avait quand même eu cette idée judicieuse de les faire apparaître, de leur donner beaucoup d'importance au tout début, puis de créer une espèce de crise avec ces personnages, de les faire apparaître ensuite de façon très éparse, et de les faire complètement disparaître à la fin de son run, de façon un peu expédiée, parce que la fin de run de King est un peu expédiée. Là, on renvoie au Badcast assez douloureux qu'on avait fait sur le run de Tom King, mais il y avait quand même eu cette conscience par Tom King que ces personnages, il valait mieux les faire un peu disparaître pour que les scénaristes suivants aient la liberté de ne pas les utiliser, et qu'il valait mieux ça que de les laisser près de Batman pour que le scénariste suivant en fasse une énième, une millième addition à un Batverse déjà complètement saturé. Et là, même si on n'aime pas ces personnages, je trouve qu'il y a un truc du côté scénariste qui a été bien géré pour éviter d'ajouter cette impression de saturation constante du Batverse qui nuit vraiment au Batverse et qui fait qu'aujourd'hui on peut se poser la question de est-ce que vraiment on peut ajouter des personnages, ce qui est une question qui est absolument incroyable. Enfin, ajouter des nouveaux personnages dans des comics, ça devrait être la base, parce qu'évidemment les comics ont besoin de nouveaux personnages pour se renouveler, pour raconter des histoires, et on en a marre aussi de revoir le 150e plan de la mort qui tue du Joker et de revoir les mêmes personnages qui font les mêmes plans depuis 80 ans. Mais mais il y a un manque de foi dans ces personnages sur le moment et sur la continuité qui fait que la plupart des additions qu'on fait actuellement ne prennent pas, et c'est assez dramatique de se retrouver à ce stade où on ne peut plus supporter de nouveaux personnages et on ne peut plus supporter les anciens non plus parce que on est toujours soit dans une nouveauté qui est vide, qui est fade, qui est insipide, soit dans une redite qui est tout aussi fade et insipide. Et comme dirait l'autre, on n'est pas dans la merde. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Aliénor, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est le fait que, effectivement, enfin, le comics en lui-même, comme tu le dis, a besoin de se réinventer. C'est obligatoire, puisque ce sont des séries qui ne se terminent jamais, hein. Batman, on va jamais y mettre fin. Donc, il faut bien que le public ait un peu de nouveauté. Mais sauf qu'on se dit ça, et du coup, on invente plein de nouveautés pour faire des sous quand il y a un personnage qui paraît bien dans un récit unique par exemple et qui a un succès fou. On se dit bon bah on va le réutiliser, mais non parce qu'il trouvait sa pertinence dans ce contexte et pas dans un autre. Mais c'est aussi le cas des séries télévisées aussi par exemple, enfin dans certaines séries télévisées. Ou quand on regarde les séries télévisées qui durent des plombes et des plombes, mais qui ont toujours du succès, eh ben ce sont des séries télé qui finalement continuent avec les mêmes personnages. C'est un peu des sortes de Batman, c'est-à-dire ce sont des personnages centraux que les gens aiment bien et malgré tout ils peuvent les aimer pendant 20 saisons par exemple, parce que bah, c'est des personnages qui sont bien faits, et puis de temps en temps il y a des nouveaux, mais pas trop. Et donc ça, ces séries marchent bien. Par contre, d'autres séries, quand on prend Walking Dead, par exemple, la série télé, où là, on a voulu, au bout d'un moment, complètement rajouter plein de nouveaux personnages. Alors déjà, il y en avait beaucoup trop, déjà que c'était pas facile à suivre. Ensuite, on s'est dit, ah bah tiens, ce personnage-là, il plaît, on va continuer là-dessus. Et puis alors, on va faire disparaître tous les anciens. Au final, il reste plus grand monde d'avant, et il y a que des nouveaux personnages qui n'ont pas été aussi bien creusés qu'avant, bah, pour de multiples raisons. Et du coup, bah, ça donne une série qui est plus du tout attractive. Les téléspectateurs n'ont plus aucun repère parce qu'ils n'ont plus leurs anciens personnages sauf un ou deux. Et donc du coup, ça détruit tout en fait, ça détruit tout le charme. Et c'est ce que fait DC Comics. Alors heureusement, il y a les personnages quand même, il y a les personnages standards qui fait qu'on reste attaché à eux.
Mais du coup, tout ce qu'il crée finalement, bah, ça sert à rien. Donc bah, c'est bête parce que il vaut mieux limite qu'il crée de temps en temps, bah, comme là Batman's Grave, moi j'ai bien aimé le méchant et tout, mais je me dis, enfin, on se dit: «Il a rien à faire autre part» et c'est très bien qu'ils l'ont créé pour ce récit et voilà, et c'est tout et point barre. Pourquoi tout le temps? Pourquoi tout le temps vouloir faire plus? Pareil, je suis d'accord aussi, moi je trouvais que Gotham, les personnages de Gotham et Gotham Girl étaient très bien dans voilà, bon, c'est pas hyper attaché, mais ils étaient pertinents. Pour moi, ils étaient pertinents dans ça sert à rien ensuite qu'ils viennent plus tard. Enfin, il faut savoir dire adieu à des personnages qui marchent bien et en créer peut-être un nouveau très fort comme Damian Wayne, de temps en temps, mais pas plein de nouveaux tout d'un coup, je sais pas, en 5 ans, on a créé, des dizaines de nouveaux qu'on veut rendre tous ces nouveaux-là, on veut les rendre attachants. Mais les lecteurs, on est des humains, quoi. On peut pas avoir, 36 000 amis. Enfin, je compare ça à la vie de tous les jours. On garde, quelques amis dans la vie de tous les jours. Et ben, finalement, les comics, c'est un peu des amis. Enfin, les personnages de comics, c'est des gens auxquels on tient énormément, auxquels on s'attache, c'est un peu comme des amis. On peut pas avoir 36 000 amis des comics. Donc de temps en temps, il y en a un nouveau qui arrive, comme dans la vie privée. Ah, voilà, je fais la connaissance d'une personne, ah bah celle-ci, je suis attachée particulièrement, et puis tout d'un coup on devient vite amis. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais voilà, ça match. Et puis bah, les personnages de comics, en fait, c'est pareil, c'est comme des amis, et donc on peut pas se faire tout d'un coup 20 amis d'un seul coup en un an, quoi. Donc bah là, c'est exactement pareil. Donc il faut peut-être qu'ils comprennent un petit peu ça, les personnages de DC. C'est qu'il faut prendre son temps, en fait, et c'est comme ça que finalement on crée de la réussite. Bah, effectivement, comme le dit, Aliénor, il y a beaucoup de personnages et peut-être que les auteurs devraient prendre un peu plus leur temps pour nous créer de nouveaux amis, hein, comme elle dit. Et effectivement, est-ce que, c'est la question que je vais te poser, Alexandra, est-ce que, le fait de créer des nouveaux personnages, parce que ça se fait, j'ai l'impression peut-être même de plus en plus maintenant, à chaque fois qu'un auteur, intervient sur Batman, il essaie de créer des nouveaux personnages. Est-ce que c'est pas peut-être une façon pour ces auteurs-là de marquer l'histoire et de marquer l'histoire de Batman? En créant de nouveaux personnages? Ouais. Non, pas, je sais pas si j'ai une réponse correcte. Je sais même pas s'il y a une réponse correcte à ça, mais marquer l'histoire de Batman, pour moi, ça serait plutôt d'écrire des magnifiques récits autour de Batman et sur Batman avec la Bat Family, comme peut le faire par exemple Shuri ou comme a essayé un petit peu Warren Ellis avec Batman's Grave. C'est pas marquer l'histoire, je pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs aspects et Aliénor l'a très bien, l'aspect de l'ennui, d'un moment donné retrouver un petit peu d'idées et d'imagination avec d'autres personnages, mais justement, comme tu vas trop vite, tu peux pas le développer. Il y a l'aspect aussi de toucher un peu plus les jeunes. À un moment donné, Aliénor, tu parlais de séries qu'on voit beaucoup ça, de tirer un petit peu sur les personnages secondaires. Marvel le fait aussi. Là, j'ai encore vu une annonce sur une série autour de la chef Hawkeye dans le Ouganda, la chef Hawkeye de Black Panther. C'est fou qu'à chaque fois, on essaye de tirer les ficelles de quelques personnages d'un univers qui a été tout moins apprécié. Et surtout, ça paraît très déroutant pour les fans. On a l'impression d'être que des vaches à lait et d'abuser de nous par rapport à ça. Donc, je pense pas que c'est pour marquer l'histoire. Et, que l'univers de Batman s'y prête parce que tu peux facilement créer des sidekicks, tu peux facilement créer des adorateurs de la vice versa. Comme du coup il y a plusieurs vilains, plusieurs gens, faire des amis à eux, si je peux dire. Mais c'est pas comme ça pour moi que tu vas marquer l'histoire parce que déjà pour marquer l'histoire tu prends du temps, créer de personnages intéressants sur le terme. Et là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que tout va trop vite et qu'il n'y a pas de réel travail sur eux. Ouais, c'est vrai que ça va un peu vite. Après, bon, tu le disais, il y a des histoires, pas besoin d'avoir des personnages, de nouveaux personnages pour être marquantes. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'il faut voir plutôt que de créer des personnages à tout va et d'essayer de faire de nouveaux amis. J'aime bien cette petite image que nous a donnée Yellow. Mais
Après, je sais pas, c'est une question peut-être pour Siegfried. Est-ce que l'univers de Batman, lorsqu'on lui ajoute des personnages, hein, comme c'est le cas souvent, comme on l'a dit et répété dans ce podcast, l'univers de Batman en sort-il grandi lorsqu'on lui ajoute des personnages? Bah, le problème, c'est que l'univers de Batman est déjà grand, et c'est aussi pour ça qu'on aime, qu'on l'aime, et qu'il s'agit de maintenir sa grandeur. Et ça, c'est pas évident, parce que pour maintenir sa grandeur, on est dans les tensions qu'on expliquait tout à l'heure, entre prolonger un univers qui existe déjà mais qui finit par lasser, ou essayer de le renouveler mais avec des nouveautés qui ne fonctionnent pas. Et finalement, je rejoins totalement ce que disait Alexandra. Finalement, cet univers, on le conserve grand en acceptant aussi le fait que parfois, il faut savoir inventer des personnages pour des récits courts. Parfois, il faut qu'un personnage, qu'un super vilain ou même un allié soit quelqu'un qui prend vraiment de l'importance, qui a vraiment un certain charme et qui sache se développer sur juste quelques fascicules, sur juste un arc, un peu comme on l'avait fait pour la Cour des Hiboux ou pour Silence, par exemple. Accepter que, que ce personnage caractérise un arc qui sera vraiment fort, même si on ne reparle ensuite jamais de ce personnage, soit qu'on justifie sa disparition ou même pas du tout. Mais il faudrait que les scénaristes se concentrent sur le fait de créer des histoires vraiment fortes, des histoires closes et fortes, qu'elles soient sur des runs vraiment longs, comme ça a pu être le cas avec Morrison. Mais Morrison a bénéficié d'une liberté éditoriale assez inédite, dont les auteurs contemporains, clairement, on l'a vu avec King, et puis maintenant c'est assez flagrant avec Tynion ou Tomasi, ne bénéficient plus. Ou ça, c'est un peu comme l'avait fait Snyder à ses tout débuts, quand il n'avait pas encore la liberté qu'on sait aujourd'hui, dont il fait un peu n'importe quoi, ou ou comme l'avait fait Lub et Lee, auquel on avait confié un run quand même relativement court, qui sache raconter des histoires courtes, auto-contenues, et qui sachent être vraiment fortes et finalement mettre toute leur énergie dans une histoire forte. Et finalement, est-ce qu'ils ne... je pense que je suis d'accord avec toi quand tu disais que les auteurs inventent souvent des personnages pour marquer l'histoire des comics, parce que finalement, ils espèrent tous qu'on dira dans 30 ans, tiens, c'est un tel qui a inventé Batwing, oh la C'est ça, classe, c'est ouais. un tel qui a inventé The Signal, parce que ça a marché avec d'autres. Enfin, aujourd'hui, tiens, O'Neill et Adams ont inventé Ra's al Ghul. Enfin, c'est une certaine classe. Un tel a inventé Poison Ivy, un tel a inventé Double Face, etc. C'est lié à quelque chose d'assez fort. Sauf qu'il y a une recherche de notoriété avant la recherche de la création d'un nouveau personnage fort. Et c'est toujours mettre la charrue devant les bœufs. C'est après le problème qu'on décrit un peu depuis le début. C'est on veut marquer à tout prix et on fait les choses uniquement pour marquer sans forcément se demander si ça va être organique dans le récit, et ce qui fait que ça ne prend pas. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et c'est aussi peut-être aussi pour ça, et ça on y reviendra prochainement dans une discussion, c'est peut-être pour ça que le Black Label, ça fonctionne aussi bien aussi. Les gens ont de plus en plus envie d'un truc qui est assez paradoxal, qui sont des histoires hors continuité, ou pas forcément, mais en tout cas qui ont un statut par rapport à la continuité qui est assez trouble, en tout cas des histoires autocontenues, vraiment fortes, même avec Batman. Même quand ce sont des histoires qu'on pourrait tout à fait raconter en continuité. Et dans le Black Label, on trouve des histoires qui sont courtes, enfin courtes, tout est relatif, ça peut faire 200 à 300 pages, mais des histoires en tout cas qui sont autocontenues, qui sont juste l'œuvre d'un scénariste avec un dessinateur, donc avec une vraie à la fois liberté et présence octoriale, où l'auteur raconte un peu ce qu'il veut, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il va faire un deceased ou s'asseoir sur la continuité en faisant volontairement n'importe quoi, en faisant tout voler en éclats, mais juste qu'il va avoir la liberté de raconter sa propre histoire, de marquer comme il le souhaite, d'inventer, s'il veut, des personnages qui ne sont pas du tout appelés à durer. Bref, les gens qui savent raconter leurs histoires. Et finalement, est-ce que la meilleure manière de maintenir la grandeur de la continuité de Batman, c'est pas paradoxalement d'oublier cette notion de continuité pour surtout raconter des histoires autocontenues qui vont permettre à de grands auteurs de raconter de grands récits, et qu'importe que leur personnage existe encore dans 10 ans ou pas, parce que c'est pas la question qu'il devrait se poser d'abord. Et d'ailleurs, tous les grands personnages, enfin la plupart des grands personnages en tout cas qui ont survécu dans le Batverse, c'est pas forcément des personnages qui avaient été créés pour durer 20 ans, mais c'est des personnages qui avaient déjà été créés pour leur histoire, pour relever leur histoire, pour interroger Batman dans leur petite histoire, et qui ont ensuite eu la chance de rencontrer le public et d'être de nouveau interrogés par des auteurs suivants pour renouveler l'univers. J'ai l'impression qu'on est revenu en arrière dans le podcast du mois dernier ou dans le Bad Talk du mois dernier où on évoquait justement Batman et la continuité et notamment la force des récits hors continuité. Mais euh, effectivement, je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de points. Après, j'aurai encore un autre point que j'aimerais aborder, peut-être justement pour se projeter maintenant un petit peu dans le futur. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui a été fait, mais dans ce qui va se faire. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je vais poser la question peut-être à Aliénor. Aliénor, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore assez de place à Gotham City pour de nouvelles têtes? Pour l'instant, non. Il y en a eu trop, enfin, ça
Enfin, ça rejoint ce qu'on disait, hein. Pour l'instant, il y en a eu trop là, enfin il y en a trop. On n'arrive pas à faire de la place pour certains qui sont déjà. Donc pour l'instant, moi je trouve que non, sauf si vraiment on arrive à créer un personnage d'envergure comme Damian Wayne par exemple, quelque chose qui soit inattendu en fait. Enfin pour moi le secret c'est un personnage qui est inattendu, qui a été créé pour le récit et pas pour le personnage en lui-même, pas pour la gloire, la gloriole, je dirais, de l'auteur. C'est donc voilà. Est-ce qu'il y a de la place? Oui, si le au final non, enfin, je reviens sur mon première réponse. Oui, il y aura de la place pour si c'est bien fait en fait. Ça dépend. Il y a de la place pour un personnage bien fait, mais un personnage bien fait, c'est difficile à faire. Ça vient pas comme ça sur décision de l'éditeur. Ça vient parce que il y a eu une nécessité, il y a eu c'est comme quand on invente des particularités, d'autres particularités à un personnage, comme quand on leur invente une origin story à la noix parce qu'il en faut une. Bah non, s'il en faut pas, il en faut pas, c'est tout. Elle viendra plus tard et il faut la creuser, elle viendra à temps. Il faut pas forcer les choses en fait. Il faut faire les choses bien, dans l'ordre, dans l'intuition artistique de l'auteur et pas dans sa volonté de créer quelque chose parce qu'il faut créer quelque chose et parce que aujourd'hui c'est à la mode, chaque auteur doit créer sa personnage pour espérer percer. Oui, effectivement, comme le disait, Aliénor, bah, il y a peut-être de la place si c'est bien fait. C'est aussi votre avis, Alexandra, Siegfried? Oui, bah, je pense il y aura Ou toujours alors de vous la avez le droit d'avoir l'avis de dire: «Non, on n'en veut plus» ou envoyer des personnages à l'appel, «On en veut plus», je sais pas. bah, je pense il y aura toujours de la place parce que ce que je disais au cours du Badcast, l'univers de Batman, il est hyper varié, il est hyper étendu. Finalement, faire n'importe quoi, ou tout et n'importe quoi avec de la bonne image. Donc oui, on peut. Et après, là, je pense que, comme le dit très bien Aliénor, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et là, il n'y en a pas besoin. Et je pense que ça serait pas mal aussi de un peu revenir aux fondamentaux et de créer des bonnes histoires. Je sais pas vous en ce moment, mais c'est pas fifou en termes de sortie Batman. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être se reconcentrer. Alors, je dis pas que faut revenir que aux fondamentaux et abandonner les autres, hein, c'est un tout. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, d'apercevoir spoiler ou orphan dans des histoires, c'est très intéressant. Faut pas les rejeter. Faudrait peut-être les approfondir, mais pas les enlever. Mais par contre, réécrire des bons runs sur Batman, revenir sur Batgirl, remettre un peu de lumière sur Batwoman, avoir enfin un récit sur Poison Ivy. Voilà, je pense qu'il y a matière à faire sur ce qu'on a au lieu de créer des choses pour que ça retombe comme Punch. Ouais, Siegfried, alors, tu es du même avis qu'Alexandra, il faudrait approfondir certains personnages plutôt qu'en créer des nouveaux? Oui, je suis d'accord, d'autant qu'avec la Bat Family, comme on l'a déjà dit, innombrable, qui a déjà été créée les années précédentes avec des personnages plus ou moins convaincants et plus ou moins oubliables, on aurait peut-être de quoi faire du tri, ou si on n'ose pas faire du tri, au moins en approfondir certains. Pourquoi ne pas faire une vraie aventure avec Batman et Luke Thomas, par exemple, sous la houlette d'un vrai scénariste et d'un vrai dessinateur? Il y a certainement des choses à faire, mais avec les personnages qu'on méprise aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des bonnes histoires à écrire, même avec des personnages dont on a l'impression qu'ils ne le méritent pas parce qu'ils n'ont jamais été bien exploités. Donc peut-être que les auteurs pourraient se concentrer sur ça, sur la valorisation de ce qui existe déjà, qui est déjà saturé, qui est déjà trop nombreux et qui déjà ne fonctionne plus, pour essayer de le refaire fonctionner, et une fois que la machine fonctionnera de nouveau, de créer du neuf. Évidemment, on n'est jamais contre le fait de créer de nouveaux personnages parce que, on n'est jamais à l'abri, c'est ce que disait de toute manière, particulièrement Aliénor, aussi Alexandra, on n'est jamais à l'abri d'une vraie invention qui sera marquante et qui fonctionnera. Le tout, c'est de savoir bien la faire, et si on ne sait pas bien la faire, bah, pourquoi ne pas simplement revenir à ce qui existe déjà et où il y a déjà tellement à faire. Il est d'ailleurs assez révélateur, comme on disait, que finalement les meilleures histoires de Batman se fassent beaucoup hors continuité, voire dans le back label, et que ce qui se fait de plus intéressant en continuité, ça a peut-être été le Future State, où la série Dark Detective de Mariko Tamaki avec les dessins de Dan Mora, par exemple, était vraiment pas mal du tout, alors même que le postulat, c'était
partir dans un Gotham futuriste pour créer une espèce de continuité plus ou moins alternative, en tout cas future, avec certains des personnages qu'on connaît déjà et certains nouveaux personnages, donc confronter un peu l'ancien et le nouveau. Et ce qui justifiait à la fois la création de ce qui pour le coup justifiait la création de nouveaux personnages, parce qu'on était dans un futur où il fallait forcément créer un nouveau background, mais tout en réutilisant le charme des anciens qui étaient confrontés à ce nouveau monde. Et là, il y avait quelque chose qui parfois fonctionnait vraiment pas du tout. Enfin, il y avait des séries qui étaient une catastrophe absolue, mais qui autour de Batman fonctionnaient plutôt bien. Enfin, la série Batwoman ou la série Catwoman ou la série Dark Detective, par exemple, faisaient partie des meilleurs du Future State. Donc là, il y avait des choses à explorer. Et voilà, il était assez révélateur qu'on ait besoin d'aller dans le futur pour apprécier de nouveau la nouveauté. Alors que si on revient à la continuité présente, peut-être qu'il est C'est temps plus dur. d'arrêter d'inventer de nouveaux personnages fillers. Parce que si on regarde les derniers personnages dont on est parlé, rien que ce mois-ci, dans le dernier numéro des Bat Reviews, on a reparlé de Punchline, on a vu le miroir, on a vu un personnage qui s'appelle le Ghostmaker, et qui sont typiquement ce qu'on peut considérer, ou on a vu récemment le nouveau Léviathan, qui sont typiquement des personnages, des super vilains fillers, auxquels on va donner de l'importance pendant 3 ou 4 numéros pendant un mini-arc, et qu'ensuite on va complètement oublier pour les 50 prochaines années parce qu'on n'a rien à raconter avec eux. Et c'est ce qui fait le plus de mal, à mon avis, aux comics, ce sont ces récits complètement fillers. C'est cette absence d'ambition dans les récits qu'on raconte, parce que quitte à faire des récits, quitte à faire des petits arcs, autant en faire des arcs marquants. Même un super vilain qui ne va apparaître que pendant 4 ou 5 numéros peut être un super vilain important qui va remettre des choses en cause. Alors que là, on sent que ce sont des personnages qui ont été inventés juste pour servir de filler, juste pour nous occuper, pour faire tourner la machine en roue libre pendant 4 ou 5 numéros pour nous occuper avant que peut-être il se passe quelque chose enfin plus tard, mais toujours en nous mettant dans l'expectatif, ce qui est évidemment épuisant pour le lecteur qui est toujours qui s'accroche toujours au moindre petit détail en se disant tiens peut-être que ça va porter dans le numéro suivant, mais toujours pas parce on ne nous fait qu'attendre sans plus rien nous offrir et ça c'est vraiment triste. Donc il faut sortir de cette logique de la création de personnages fillers et l'une des manières les plus simples de le faire serait effectivement de revenir avec de grands scénaristes et de grands dessinateurs, avec une vraie présence vectorielle sur ce qui a déjà été créé, parce que là il y a quand même largement matière à faire. Ouais, je suis d'accord. Alors, le podcast va bientôt se terminer, mais juste avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Du coup, on va faire très rapidement. Tiens, Zécry, tu avais la parole, je vais te la redonner, juste pour que tu me dises, pour toi, quel est le personnage secondaire, le personnage qui a été créé dans le Botverse, le plus oubliable, ou en tout cas le plus inutile, le plus oubliable, ou celui qui t'a le moins marqué, en tout cas. Ça serait qui? Euh, Ah oui, je sais, c'est ouais, une question un peu compliquée, mais faut en bah, choisir je un. pense que En fait, je pense qu'il n'est pas possible de répondre parce que les personnages les plus oubliables, ce sont les personnages qu'on a complètement oubliés, qui ne nous reviendront même pas qui ne reviendront pas à l'esprit, même si on y réfléchit des heures. Et finalement, ça témoigne assez bien de à quel point il y a un problème. Est-ce que autour d'un personnage aussi important que Batman, on est supposé pouvoir simplement oublier des personnages, les effacer complètement d'existence parce que ils sont juste pas bons. Donc évidemment, il y a eu des périodes où on inventait des personnages un peu délirants et pas très intéressants. Dans les années 60, il y a des personnages qui sont plus pertinents avec notre époque. Donc c'est un peu normal de les oublier. Mais il y a littéralement des centaines de personnages proches de Batman ou des super vilains qui n'ont jamais eu vocation à résister à l'oubli et qu'aujourd'hui on a complètement oublié. Et comme je le disais, on pourrait passer 1 heure à essayer de se les remémorer. Ils ne reviendraient pas à l'esprit alors même qu'on les aurait lus ou qu'on les aurait déjà vus. Et ça, quelque part, c'est problématique. Et c'est pour ça que je réponds, les personnages les plus oubliables, pour moi, c'est les personnages que j'ai complètement oubliés, qui est paradoxal, Il est sachant bon. qu'on est quand même l'équipe de Batman Legends, donc on est quand même supposé avoir une certaine mémoire de Batman, et il y a des centaines de personnages auxquels on ne pensera simplement plus jamais. Ouais, je suis d'accord. Il est bon, Siegfried, parce que du coup, j'ai lancé une question un peu piège et il arrive à détourner le truc pour pas y répondre. Alexandra, est-ce qu'il y a un nom qui t'est venu en tête ou pareil que Siegfried, tu as totalement oublié et tu l'auras pas? Du coup, tu m'as beaucoup aidé parce que ça va être Gotham et Gotham Girl. Ouais, Gotham, Gotham Girl, ouais, ouais, Ah bah, en j'aurais fait, pu les tu mettre aussi, tu hein. tu n'en aurais pas parlé, je n'aurais jamais pensé à eux, jamais. Ah ouais. Vraiment, ça m'a Alors, mais complètement passé au ouais, non, mais moi, j'y ai repensé en préparant le podcast et je me suis dit, ouais, ces ouais. personnages-là, moi, ils m'ont pas transcendé, quoi. Et du coup, la même question pour Aliénor. Oui, bah moi c'est Luc Thomas. Voilà, donc j'ai quasiment oublié le nom, tellement j'ai oublié, alors qu'il est tout récent. Donc voilà, pour moi, il sera oublié. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qu'on a tenté, ils ont tenté de nous l'imposer, et puis en fait, ça n'a pas marché, quoi. Donc, donc voilà, Luc Thomas. Ouais,
C'est vrai que Duke Thomas, pareil, hein, c'est un personnage qui a pas trop forcé. Pourtant, Snyder essaye, hein, il essaye encore d'ailleurs. Mais moi, j'aurais pu dire, j'avais pensé éventuellement à la Bat Vache qui accompagne Damian Wayne, ou Ace, le Bat Chien, parce que finalement, ils ont pas tant de rôle que ça. Mais je me suis dit pas les C'est animaux quand génial, même. le Bad Cow, voyons. Je me suis dit quand Et même Damian qui devient vegan quand il la sauve de Oui, l'abattoir, c'est c'est vrai, formidable. c'est Un Damian magnifique. vegan, c'est tellement magnifique comme idée. C'est vrai que c'est un petit peu Oh, contradictoire, voyons. mais bon, voilà. Et donc, je me suis dit quand même pas les animaux, parce que j'aime les animaux. Alors, je me suis dit, je vais choisir Julia Pennyworth, la fille d'Alfred, qui a fait une apparition et qui, pour moi, m'a pas marqué de ouf. Donc, Oh putain, voilà. oui. Ouh, Ouais, ok. ouais, pourtant, elle a fait une petite apparition, mais bon, c'était pas ouf, quoi. Sur ce, on va conclure ce podcast, ce Bat Talk spécial Bat Family, Bat Universe et personnages créés dans l'univers de Batman. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à nous écouter jusqu'ici. Merci à tous. Merci à vous trois pour votre participation au podcast. Et puis, eh ben, n'hésitez pas à nous laisser vos avis sur la vidéo YouTube, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, ou dans l'article sur Batman Legends ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos personnages préférés dans les personnages secondaires et les personnages créés dans le Batverse, ou personnages que vous avez oubliés, comme Siegfried, euh, ou en tout cas tout ta vie sur cet univers-là. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.